Le renforcement de l'État monarchique sous les derniers Valois, XIVe-XVe siècle. Comment se renforce l'État monarchique pendant la guerre de Cent Ans? A. La guerre de Cent Ans. Le changement dynastique fragilise la royauté. En 1328, le roi capétien Charles IV, troisième fils de Philippe le Bel, meurt sans enfant. Les grands seigneurs français choisissent alors son cousin Philippe de Valois comme nouveau roi de France. Je vous propose de lire le texte juste à côté. Philippe de Valois donne ainsi naissance à la nouvelle dynastie capétienne des Valois, 1328-1589. Mais le roi d'Angleterre, Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel, revendique la couronne de France. La guerre de Cent Ans commence, 1337-1453. Dans cet arbre généalogique, nous pouvons voir les deux prétendants à la couronne de France en 1328, Philippe de Valois, choisi par les grands seigneurs, et Édouard III d'Angleterre, fils de la sœur de Charles IV. Qui est assis sur le trône de France, Philippe VI. Il règne sur un pays unifié doté d'un beau domaine royal. Seul Édouard III d'Angleterre, le cousin... La guerre de Cent Ans a duré en réalité 100 saisons, mais elle a été ponctuée de périodes de bataille. Ici, nous pouvons voir la première défaite française à Crécy en 1346 et de périodes de paix. Charles VII et Jeanne d'Arc. Après la victoire anglaise d'Azincourt en 415, le dauphin, futur Charles VII, est écarté de la succession royale au profit du roi d'Angleterre. De plus, les Anglais occupent le nord de la France dès 1422. Le dauphin tient le pays au sud de la Loire et se proclame roi sous le nom de Charles VII. Mais il ne peut se faire sacrer à Reims et ainsi être légitime aux yeux des Français. En 1429, Jeanne d'Arc, une jeune paysanne lorraine du village de Domrémy, entend des voix qui lui ordonnent de bouter les Anglais hors de France. Elle se rend à Chinon, dans le sud, où le dauphin, l'héritier du trône, c'est-à-dire le fils aîné du roi, vit. Il s'appelle Charles, et elle le convainc de lui fournir une petite armée. C'est ce que l'on appelle la rencontre de Chinon. J'ai le cours de la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc. Elle a 13 ans quand l'ange de Dieu lui apparaît. Elle doit... En tout cas, elle a lancé une mode. La coupe Jeanne d'Arc reste intemporelle. Dès 1429, à la tête d'une petite armée française, Jeanne reprend Orléans qui était alors assiégé par les Anglais. Délivre Orléans. Grâce à Jeanne, Charles peut être couronné. Jeanne d'Arc conduit par la suite à Reims Charles, futur Charles VII, où il se fait sacrer. Charles VII apparaît désormais comme le vrai roi de France aux yeux des Français. Il a eu le sacre à Reims. À partir de 1431, Charles VII fait la reconquête progressive du territoire. Ici, le siège de Bordeaux en est une illustration en 1450 qui aboutit à la capitulation anglaise et leur départ de l'Aquitaine qui était occupée depuis 4 siècles. Charles VII emporte la victoire finale contre les Anglais à Castillon en 1453. En France, les Anglais ne possèdent à cette date plus que la ville de Calais. C'est la fin de la guerre de Cent Ans. B. L'affirmation de l'État pendant la guerre de Cent Ans. Au cours de la guerre de Cent Ans, les rois de France ont créé 3 impôts, qu'ils lèvent dans tout le royaume. La taille, la gabelle et les aides. Sous Charles VII, à partir de 1440, les impôts royaux sont permanents. Cependant, la noblesse et le clergé et certaines villes sont exemptées de la taille. Au XIVe siècle, l'armée royale est composée de vassaux et de mercenaires. Mais en 1440,
1445, grâce au levé d'impôts, Charles VII crée les compagnies d'ordonnance qui forment la première armée permanente et salariée du royaume. En même temps, l'armée royale s'équipe de l'artillerie lourde, des armes à feu puissantes comme le canon. Elle est utile pour détruire les murs des villes, comme lors du siège de Caen en 1450, ou vaincre des charges de cavalerie. À la fin du XVe siècle, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, est à la tête d'un immense domaine à l'est de la France qu'il gouverne comme un roi. Après la mort de celui-ci, le roi de France Louis XI, 1461-1483, s'empare d'une partie de ses terres et il agrandit le domaine royal, tout comme le royaume de France. Louis XI poursuit l'organisation de l'administration du royaume commencée sous Philippe Auguste. Il gouverne de Paris, grâce à sa cour, composée d'un conseil du roi, d'un parlement qui rend les décisions de justice en son nom, d'une chambre des comptes qui s'occupe des finances royales et du prélèvement de l'impôt. Dans les provinces, il envoie baillis et sénéchaux qui s'occupent de sa justice, des finances et de l'armée dans ces régions. Sous la dynastie des Capétiens-Valois, l'unité territoriale du royaume est presque réalisée. Les grands seigneurs se sont pliés au pouvoir du roi de France à la fin du XVe siècle. Sous Louis XI, le royaume de France devient un État, sous l'autorité du roi et de ses conseillers à Paris, de ses représentants dans les provinces. Pour terminer, la définition de l'État me semble importante. Un État, c'est un territoire délimité par des frontières, sur lequel s'exerce un pouvoir politique souverain qui impose des règles, des lois et une monnaie commune. C'est tout ce que nous avons vu avec ce... Conclusion générale du cours. Toute la leçon, nous avons tenté de comprendre comment les rois capétiens puis les Capétiens-Valois étaient passés d'un roi féodal au domaine royal limité, avec un pouvoir faible, sous Hugues Capet, à un souverain dont l'autorité s'accroît au XIIIe siècle, Philippe Auguste, Louis IX, Philippe le Bel, et qui aboutit pendant la guerre de Cent Ans à mettre en place un État monarchique et à fixer les contours du royaume de France sous Charles VII et Louis XI.